Bonjour, je suis Roseline Aïssi, épouse et mère de 3 merveilleux enfants. Depuis la naissance de mon fils aîné, grand est le nombre de fois où je me suis heurtée à différentes problématiques concernant l'éducation et la parentalité. De ce petit bout de chemin est né en moi le battement de cœur qui a mené à la naissance du concept Cotea. Cotea, c'est ce rendez-vous mensuel, pour vous comme pour moi, à visée éducative et ludique. Cotea, c'est cette quête aux différentes clés, aux différentes astuces. C'est la découverte d'hommes et de femmes au parcours inspirant qui viendront ici sur ce plateau échanger avec nous sur les questions relatives à l'éducation et à la parentalité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit ceci: « Instruis l'enfant pendant qu'il est petit, c'est ainsi que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet du jour de notre émission Cotea. Enfants de la troisième culture ou en anglais Third Culture Kids. Qu'est-ce que c'est? Qui suis-je? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité du jour. Elle est jeune, jolie, intelligente et est sûrement une enfant de la troisième culture. Rosia Kanza, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. En tout cas, bienvenue dans notre émission du jour. Alors, comme je disais dans ma présentation, vous êtes une enfant de la troisième culture. On ne sait pas trop tous ce que c'est, donc c'est ce qu'on va découvrir avec vous. Je vous laisse brièvement vous présenter, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je m'appelle Rosia Kanza. Je suis une jeune franco-congolaise ayant grandi au Congo, en France, aux États-Unis. Et j'ai effectué mes études en France, en Espagne, aux Pays-Bas et j'ai vécu récemment en Belgique. Et donc, cette multiculturalité est le reflet en fait de ma troisième culture, ce qui signifie simplement d'avoir des parents ayant une culture à la maison qui est différente de celle qui est à l'extérieur de la maison. Et donc l'enfant fait l'amalgame entre la culture à la maison et la culture extérieure et se crée une culture personnelle qui est de la troisième culture. Et donc pour moi, c'est un peu différent parce que j'ai beaucoup de cultures, donc du coup ça crée une toute autre multiculturalité et qui fait qui je suis aujourd'hui. Le phénomène, entre guillemets, maintenant on arrive à mettre un nom sur ça, alors c'est rien de très nouveau en tout cas, mais c'est quelque chose qui s'accentue maintenant à cause de la mondialisation. Donc en anglais on dit Third Culture Kids et en français on dit enfant de la troisième culture. C'est un enfant de famille d'expatriés, d'accord, donc qui quitte en fait le pays d'origine avec ses parents, le pays dont ses parents sont d'origine et va habiter dans un pays étranger, ou alors un enfant qui naît dans un pays autre que le pays d'origine de ses parents, ou un enfant dont les parents, et des parents qui sont très sac à dos, donc qui s'amusent comme ça, on dit bah, une année tour du monde, on y va avec notre gamin, on fait un peu le tour, donc il va être 2 mois ici, 2 mois ici, 2 mois là-bas, sur 12 mois ça peut faire beaucoup de pays, donc beaucoup de cultures rencontrées. Et donc du coup j'ai compris que, comme je disais, c'est un enfant, c'est le produit de la mondialisation, et c'est un enfant du coup qui peut avoir un souci d'attachement, qui va devoir quitter son pays d'origine. Les parents, grands-parents, cousins, cousines, oncles, tantes, devoir changer d'école, se faire de nouveaux amis, donc il va devoir quitter des amis, il va devoir découvrir quelquefois une nouvelle langue, une nouvelle culture culinaire, de nouveaux critères de beauté, parce que des fois, d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, les critères de beauté changent, les styles vestimentaires, ça aussi, ça change, et donc du coup, effectivement, il y a énormément de changements. Alors du coup, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que déjà j'ai bien planté le décor par rapport à tout ce que je viens d'expliquer? Oui, pour moi c'est correct. C'est bon? Donc là, tout le monde a compris. Et puis, est-ce qu'il existe différents modèles, différents types d'enfants de la troisième culture? Oui. Alors, il existe plusieurs modèles d'enfants de la troisième culture parce qu'en fait, il y a autant d'enfants de la troisième culture qu'il n'y a d'enfants, qu'il n'y a de pays, qu'il n'y a de situations personnelles. Donc il n'y a pas un seul type d'enfant de la troisième culture parce que tout dépend en fait des éléments qui ont été insérés, enfin, auxquels l'enfant a été exposé. Ça dépend parce qu'il peut y avoir des enfants dont les 2 parents migrent ensemble dans un autre pays et donc ils leur passent leur culture et leur rite et leur religion et leurs coutumes de leur pays précédent. Il peut y avoir des enfants dont les 2 parents vivent sur 2 continents différents et l'enfant va dans un boarding school, donc dans un internat à l'étranger encore, dans un autre pays. Donc ça donne un autre type d'enfant où il peut y avoir, et dont la culture dans ce pays-là est complètement différente des pays où leurs parents vivent.
Donc encore une fois, quand ils revoient leurs parents, selon le pays de naissance, selon le pays de beaucoup de choses, donc il y a ces éléments-là. Et puis il y a les enfants dont, par exemple, les parents viennent du même pays, mais l'enfant va être élevé par une autre personne, donc c'est-à-dire une nourrice ou une voisine ou quelqu'un d'autre parce que les parents travaillent. Donc les parents n'ont pas forcément le temps d'inculquer en fait leur culture à l'enfant, et donc l'enfant assimile la culture de la personne qui l'a élevé, qui peut être soit du pays dans lequel ils vivent, ou alors d'un tout autre pays. Donc il y a plein de formats, de types d'enfants de la troisième culture. Tout dépend de l'individu et de leur histoire personnelle. D'accord. Alors, du coup, c'est passionnant. Mais après, il y a toute la question des avantages et des inconvénients d'être un enfant de la troisième culture. Parce que je me dis, tu quittes, dans le cas où je quitte mon pays d'origine avec mes parents, vers un autre pays. Donc déjà, il y a toutes ces séparations-là qui peut-être peuvent créer en moi des espèces de fractures émotionnelles et compagnie. C'est vrai que c'est un avantage d'avoir une certaine ouverture d'esprit, parce que j'imagine que les enfants de la troisième culture sont comme ça, de pouvoir parler plusieurs langues, c'est une richesse culturelle qu'il y a. Donc ça fait un peu d'espèce de génie, parce que selon mes recherches, on note aussi que ce sont des enfants qui sont généralement très intelligents, mais qui ont des soucis en fait d'attachement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément être très loyaux en amitié ou des choses comme ça. Ils ne vont pas vraiment s'attacher à quelqu'un, à des gens de manière particulière. Parce que pour eux, ils savent qu'un jour à l'autre, ils peuvent prendre leur sac à dos et puis partir, quoi. Et aussi que des fois, ça crée des soucis quand on est adulte, pour ceux qui veulent se mettre en couple. Mais ça crée aussi des difficultés parce que finalement, on ne s'attache pas, même de point de vue amoureux, on a du mal à s'attacher. Donc j'imagine que selon les tranches d'âge, ça a des impacts un peu différents selon que je suis un enfant de la troisième culture de 4 ans ou de 24 ans. Et donc du coup, ma question est, quels sont les avantages et les inconvénients d'être un enfant de la troisième culture en fait? Donc pour rebondir un peu sur ce que tu as exprimé, il y a beaucoup d'avantages et il y a beaucoup de désavantages. Il faut déjà ne pas oublier que le choix de l'expatriation n'est pas le choix de l'enfant. Donc l'enfant ne fait que subir ce que ses parents ont décidé de faire. Et il peut se retrouver des fois dans des situations où les parents vont dire oui, si tu veux, tu peux rester avec tati un tel, ou quelqu'un qu'ils connaissent dans le pays dans lequel ils étaient pour éviter cette fracturation. Mais en même temps, ça fait encore une autre fracturation parce qu'ils sont séparés de leurs parents. C'est ça. Donc en fait, cet aspect-là, c'est déjà, ça peut aussi poser problème au niveau de la loyauté, au niveau de la séparation et tout ça. Il y a deux types de personnes, on va dire. Il y en a qui ont des problèmes d'attache et il y en a d'autres qui sont très loyaux justement. Parce que si on regarde, pour ma part en tous les cas, si on regarde, si à chaque fois que tu quittes un pays, tu perds tes amis, au final, quand tu grandis, tu n'as plus personne. C'est ça. Et tu te retrouves toute seule ou tu perds ta famille, déjà d'une avec qui tu étais proche, et puis après tu perds des amis, et puis après tu perds tu perds constamment des choses. Et donc, soit ça peut faire l'inverse, donc soit ça peut donner un enfant qui est très solitaire, ou un individu qui est très solitaire, ou alors ça peut donner un individu qui est très loyal et qui sera loyal plus qu'une personne qui a l'habitude d'avoir ses amis toujours autour de lui parce qu'ils les prennent un peu pour acquis en fait. Alors qu'un enfant de la troisième culture sait très bien que toutes ces relations ne sont pas acquises. Elles seront perdues si elles ne sont pas maintenues. Donc ça fait aussi des individus qui forcément qui vont être plus, ils ont ce type de personnalité-là, qui vont être plus consciencieux dans la création de leurs amitiés ou de mais ça crée aussi des individus qui peuvent facilement, s'ils trouvent que cette amitié-là, elle n'est pas solide, elle n'est pas stable, ils n'auront aucune difficulté à rompre cette amitié-là. Donc, ce qui est mon cas, par exemple. Donc, si je trouve que je n'arrive pas, pour moi, par exemple, quand je me crée des amis, il faut que je sache que n'importe où que je sois dans le monde, je pourrai toujours compter sur eux. D'accord. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, ce qui fait que si je n'arrive pas à trouver ça dans quelqu'un, dans une personne, eh bien, j'aurais tendance à la lâcher. Parce que tout simplement, je sais que si, admettons, je me retrouve en Antarctique et que j'ai besoin que tu me débloques je ne sais pas quelle autre situation, si je sais que je ne peux pas compter sur toi, je ne peux pas t'avoir dans mon cercle d'amis parce que tout simplement, c'est trop de travail pour moi en fait pour maintenir cette amitié-là parce que je la trouve inutile au final. c'est dur à dire. Du coup, ça m'emmène à me poser des questions encore sur ton parcours. Tu t'es présenté. Oui. Alors, je me souviens plus exactement du circuit que tu as eu, oui. Mais est-ce que tu peux juste nous le redécrire en fait, pour qu'on puisse comprendre en fait pourquoi est-ce que ça t'est devenu comme ça?
Donc moi, mon circuit, il était assez éclectique, c'était pas forcément un choix. Donc je suis née au Congo-Brazzaville, donc je suis née à Brazzaville et j'ai vécu à Congo jusqu'à mes 7 ans, donc juste après mes 7 ans. En octobre 2000, j'ai déménagé en France. Et normalement, c'était censé être ma destination finale. Et j'ai vécu en France de mes 7 ans jusqu'à mes 15 ans. Et après, en octobre, je crois que c'était en octobre, je sais plus, 2008, j'ai déménagé aux États-Unis avec ma mère. Donc tous ces déménagements se font avec ma mère, mon père étant resté au Congo. Et on a déménagé aux États-Unis parce que tout simplement ma mère trouvait que la France ne lui convenait plus et elle voulait essayer autre chose. Et donc elle m'a justement donné le choix de rester ou de partir avec elle. Et du coup, il a fallu j'ai cherché à voir un petit peu, ok, où est-ce que je peux rester? Je serais plus avec ma mère, déjà que mon père, il est au Congo. Mais au final, j'ai dit que il était mieux pour moi d'aller avec elle. Donc nous avons déménagé aux États-Unis, où j'ai vécu, moi, jusqu'à l'âge de mes 21 ans. Et une fois, donc j'ai étudié là-bas, j'ai fait le lycée, j'ai fait un petit peu d'université. Toutes mes expériences de passage à l'âge adulte se sont faites aux États-Unis. Et puis à l'âge de mes 21 ans, j'ai décidé de revenir en France pour effectuer mes études, pour les continuer, parce que c'était pour des raisons... Je trouvais que la France me donnerait une perspective plus globale du monde, parce qu'elle est centrale déjà d'une, j'ai plus grande facilité d'aller ailleurs. Et je trouvais aussi qu'à l'époque, je devenais beaucoup trop américaine. Et par rapport au fait que je savais déjà que j'étais française et que j'étais congolaise, je trouvais que je devenais trop américaine et je voulais pas être complètement déconnectée de mes autres cultures. Donc j'ai décidé de revenir en France. Une fois que je suis arrivée en France, j'ai eu un très gros choc culturel parce que tout simplement, ça faisait 6 ans que je vivais aux États-Unis et que je m'étais vraiment imprégnée de la culture et je me rendais pas compte en fait, et j'étais jamais retournée. Du coup, je me rendais pas compte que j'étais tant imprégnée et j'avais l'accent américain, j'étais très très américaine et je comprenais pas les Français, je comprenais rien, C'était compliqué. Et parce que du coup, tu quittes le Congo, tu as 7 ans, il y a tout ce parcours-là. États-Unis, tu reviens en France. Déjà, moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que déjà, tu parlais une langue locale au Congo? Oui, alors avant de quitter le Congo, du coup, ma mère, elle est Lily, mon père, il est Larry. Donc, on vivait à Brazzaville, puis on a déménagé à Pointe-Noire. Donc déjà, de base, c'était déjà très mixte. Donc, ma mère m'a toujours parlé en Kikongo. Du côté de mon père, ils m'ont toujours parlé en Lari. Et puis après, vivant en Brazzaville, il parlait le lingala, donc je comprenais aussi. Et le français était, normalement, selon ma mère, le français est ma langue natale, donc c'est la langue qu'elle me parlait plus souvent. Et puis donc, en déménageant en France, ça a continué. Donc ma tante, elle parlait lingala, donc je l'entendais toujours. Et en vivant en France, quand j'étais au Congo, je parlais les dialectes, les langues. Et une fois que j'ai déménagé en France, je pense qu'il y a une espèce de choc culturel qui a fait que je ne parlais plus. Et en déménageant aux États-Unis, en apprenant l'anglais, j'ai recommencé à parler le Kikongo. Ce qui avait... bizarre. C'est très très étrange. Et du coup, de ce fait, à partir de là, je parlais le Kikongo avec ma mère couramment à la maison. Donc on fait avec ce qui a aussi mené à une perte du français après, c'est qu'avec ma mère, on parle le français, l'anglais et le Kikongo en même temps. Donc, d'accord. Le mot qui te vient en premier, c'est le mot que tu utilises. Okay. Et donc, à travers ces langues-là aussi, j'ai pu maintenir un lien avec la culture. Est-ce que je trouve pas que du coup, parce que du coup, moi, je me dis c'est super important. Le fait que tu aies gardé une langue locale en déménageant comme ça a évité aussi que tu sois complètement déraciné. Parce qu'il y a des modèles, l'enfant de la troisième culture, qui ne savent plus rien. Plus du tout de langue locale, ça y est, c'est fini. Lingala, Kikongo, anyway, ils ne savent plus rien. Oui. C'est le français, l'anglais, et puis ça s'arrête là. Ceux qui, de base, ne sont pas forcément attachés à leurs racines. Parce que c'est vrai que oui, mondialisation, colonisation, et j'en passe. Mais est-ce que tu seras d'accord avec moi que ça te fait du bien d'avoir cette fierté de dire, moi, je parle le Kikongo, quoi. Oui, bien sûr. C'est toujours, c'est assez étonnant pour les gens, en fait, parce qu'ils s'y attendent pas. Très souvent, ils s'attendent pas à ce que je parle le Kikongo, et même pour ma mère, des fois, elle trouve ça très étrange, parce que je parle le Kikongo, selon elle, avec l'accent de Pointe-Noire. C'est important. Je sais que j'ai, par exemple, des cousines qui ont grandi
en Italie par exemple, et qui vivaient vraiment, eux, pas forcément dans une communauté congolaise, parce qu'aussi il y a aussi l'aspect de vivre si vous déménagez dans un autre pays, de vivre dans la communauté de votre pays. S'il y a une interaction, c'est plus facile, mais s'il n'y a pas forcément d'interaction, c'est beaucoup plus compliqué pour les parents s'ils travaillent d'allier, et aussi il y a le fait d'avoir 2 parents ou un seul parent, d'allier en fait la transmission culturelle à l'enfant. Donc par exemple pour ma cousine, sa mère elle a mis l'accent de lui apprendre le français, parce qu'elle se disait qu'en lui apprenant le français, au moins elle aura la capacité d'interagir avec ses cousins-cousines aussi bien au Congo qu'en France. Parce qu'elle, elle parle italien, l'italien c'est sa première langue. Donc voilà, mais elle comprend, elle lui parle quand même à la maison le dialecte, elle lui parle le lari par exemple, et elle comprend très bien le lari, mais elle n'a pas forcément la capacité de parler. Mais il y a cet aspect-là qui est important, de pouvoir toujours parler les langues locales. Mais il y a aussi un autre aspect quand on est un enfant de la troisième culture, c'est qu'il y a une stigmatisation de la manière dont on parle la langue locale. Donc ce qui bloque l'enfant de l'étranger, les moqueries, tout ça. Voilà. Et même quand ils vont revenir, par exemple, admettons ils vivent à l'étranger, ils repartent dans le pays de la culture de leurs parents, et ils vont essayer de s'exprimer dans cette langue-là. Et il y aura des petites moqueries, oh mais regarde comment tu parles, et tout ça. Et donc ça frustre. Et au final, c'est important pour apprendre une langue de parler et de s'exprimer. Donc du coup, il y a ces aspects-là, mais la langue est très importante aussi pour la pérennisation en fait de la culture locale des parents. C'est ça. Et donc du coup, ce que je retiens aussi, c'est le rôle des parents dans tout ça. Parce que dans tout ce que tu nous expliques, c'est vraiment que là, dans ton cas par exemple, c'est ta mère qui, elle, a tenu en fait à ce que tu puisses garder au moins quelque chose d'origine en fait, au niveau de la langue, au niveau du Kikongo. J'imagine que du point de vue culinaire, tu as gardé cette culture-là aussi. T'es pas passé au hamburger, pizza, frites, moules et tout. T'as certainement gardé le saka qu'on aime beaucoup, le 3 pièces qu'on veut pas, qu'on nous loupe pas. Et donc du coup, ça c'est important effectivement pour l'équilibre de l'enfant, parce que c'est toujours important de savoir d'où on vient. C'est vraiment important parce qu'à l'âge adulte, j'ai comme eu l'impression aussi des recherches en observant un peu autour de moi que quand on est déraciné, ça crée vraiment des soucis. Autant au point de vue de l'identité de l'enfant qu'au niveau de son estime, parce que finalement c'est rejet sur rejet, mais c'est des sentiments qu'on se crée et des barrières qu'on se met. Est-ce que tu es d'accord avec moi avec ça? Oui, tout à fait. Le problème justement avec ce type de déracinement constant, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs types, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a le type, quand on est un enfant de la diaspora, de base, on est un enfant de la troisième culture. Parce qu'on passe son temps à faire un aller-retour entre la culture de la maison, qu'on le veuille ou non, nos parents, ils ont été élevés d'une manière, de leur pays, et quand ils viennent dans un autre pays, ils vont l'inculquer naturellement, et puis il y aura aussi l'influence extérieure. C'est ça. Donc déjà, ça de base, il y a cet aspect-là. Après, il y a les enfants qui, justement comme moi, ont été déracinés à plusieurs reprises. Et oui, en effet, ça se passe par l'alimentaire, ça se passe par plein d'éléments, par la musique aussi. Tout un truc, par exemple, quand on est congolais, moi, par exemple, j'adore la rumba congolaise. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma mère, elle ne comprend toujours pas où est-ce que j'ai eu cet amour pour la rumba congolaise, surtout des chansons des années 80, quoi. Moi, j'écoute pas ça, genre, pourquoi toi, t'écoutes ça? Donc, ça l'étonne elle-même. Mais oui, ça passe vraiment par tous ces éléments-là. Et le déracinement, en tant qu'adulte, ça crée, au final, s'il y en a plusieurs fois, il y a une crise d'identité. Donc, il y a une crise identitaire qui va se créer. Moi, j'en ai eu une. Le problème, c'est que j'en ai eu une quand j'étais encore expatriée. Par exemple, j'ai été expatriée aux Pays-Bas. Et là, j'ai vraiment eu une crise identitaire parce que tout simplement, il y a aussi l'aspect de la carnation. Donc, la couleur de peau, selon les milieux ça j'ai oublié de le dire, mais oui, ça, c'est un élément majeur. Dans lesquels on évolue. Donc, par exemple, moi, les gens ne s'attendent pas forcément à ce qu'une jeune femme noire ait un parcours de la sorte. Et donc, ce qui fait que moi, je me suis retrouvée à l'université. Avant, j'étais souvent dans des milieux multiculturels, donc avec des gens de tout pays, toutes formes, toutes couleurs. Et puis, je me suis retrouvée dans un milieu qui était très caucasien. Et là, j'ai eu un petit peu un choc. Je vivais dans une ville qui était très caucasienne. Il y avait pas... Alors, juste pause, caucasien, blanc. Justement, très blanc. Et j'avais pas l'habitude en fait. Mais je m'étais pas rendu compte parce que j'ai grandi en France, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai grandi dans des environnements où il y avait beaucoup de gens de couleur blanche. Et du coup, ça n'a jamais été un problème. Mais là, tout à coup, quand j'avais plus ce repère-là de retourner à la maison et d'avoir
une personne qui me ressemble, avec qui je peux échanger en fait sur mes expériences en fait, en expliquant oui mais il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, fait, ah oui moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vécu ça, et là tout à coup tu n'as plus ça, donc quand tu rentres à la maison c'est encore des amis ou des colocataires qui sont blancs, et bien tout simplement tu as un choc en fait sans t'en rendre compte, et moi ça m'a fait un choc. Là tu es une minorité hyper visible quoi. Oui, très très visible, surtout quand tu es dans une université, par exemple moi j'étais à l'université, dans toutes mes classes à l'université j'étais la seule noire. Donc, du coup, il y a aussi cet aspect-là. Et donc, c'était intéressant parce que justement, j'en ai parlé avec mes amis blancs. J'étais pas très certaine de ce qui m'arrivait. Donc, j'ai échangé avec eux. Je leur ai dit, écoute, je crois que j'ai une espèce comment ça s'appelle, du crise d'identité. Ils me disent, mais non, t'as pas une crise d'identité, tu sais très bien qui tu es, étant donné qu'en fait, je leur avais exprimé qui j'étais. Mais au fond, je leur avais exprimé qu'une seule partie de moi, parce que j'ai la capacité aussi, en étant un enfant de troisième culture, de changer d'identité à chaque fois, juste pas pour plaire, mais pour que ça fonctionne facilement en fait, avec les gens avec qui j'interagis. Et donc, ça m'a pris quelques temps pour me rendre compte que j'avais vraiment une crise d'identité. Et là, ce qui se passe après ça, c'est qu'on commence à faire des rejets. Donc des rejets, parce que quand on est plus jeune, quand on est un enfant, on assimile. Donc, tout ce qui nous arrive, on n'a pas forcément le choix, on l'assimile, on le prend, on accepte, on comprend, ok d'accord, c'est ça. Et puis quand on devient adulte, on se rend compte que les gens autour de nous, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, ou que ce soit le monde du travail, eh bien, ils ne nous comprennent pas forcément parce qu'on est étrange. On devient un peu... ouais, parce que c'est vrai qu'on est un peu un produit hybride, quoi. Exactement. Donc, un produit hybride, on a assimilé beaucoup de choses et voilà, on peut avoir... Moi, j'ai beaucoup de... Par exemple, je ne sais pas forcément... mes réactions, elles sont basées sur quelle culture? Donc, par exemple, on va dire, ah oui, mais lui, il est français, il est comme ça. Oui, c'est parce qu'elle est congolaise, elle agit comme ça, ou machin chose. Moi, je sais jamais, personnellement, laquelle de mes cultures réagit dans quel environnement, dans quel élément. Et donc, du coup, en tant qu'adulte, c'est plus compliqué. Au niveau des relations personnelles aussi, c'est très compliqué parce que si tu vas te mettre avec quelqu'un qui est aussi un enfant de la troisième culture, donc cette personne-là, elle a aussi beaucoup de culture, d'exposition et tout ça, eh bien, à la maison, vous allez faire comment? Parce que elle va agir par rapport à ses cultures, et toi, tu vas agir par rapport à tes cultures. Et là, si par exemple, moi, j'en ai, bon, admettons, culture majoritaire, j'en ai 3, et des sous-cultures, je les appelle ça comme ça, donc d'autres influences de personnes qui m'ont élevée au passage, donc du coup, que j'ai aussi assimilé. Au total, ça ferait à peu près 6 cultures différentes. C'est un zombie. Voilà, donc 6 cultures différentes. Et si la personne en face de moi a la même chose, donc on se retrouve avec 12 cultures à la maison, on fait comment? Donc pour moi, je me trouve souvent attirée par des gens qui viennent d'un seul pays, qui ont grandi au même endroit toute leur vie. Et moi, je trouve ça te permet de trouver une stabilité aussi. Exactement. Tu trouves une stabilité, tu trouves... c'est plus facile en fait, parce que moi je les trouve fascinants parce que tout simplement je trouve ça trop étrange de rester au même endroit toute ta vie et alors que la majorité des gens ont fait ça, mais pour moi je trouve ça fascinant. Par exemple, je me souviens que j'avais rencontré des amis, ils avaient été dans la même école de l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans quoi, parce que le cursus était comme ça. Et moi, je trouvais ça, mais comment t'as fait tu changes pas d'amis? Et puis non, mais j'ai les mêmes amis depuis que je suis en maternelle. Et genre, pour moi, c'est genre, oh bon, d'accord. Et eux, à l'inverse, ils trouvaient que moi, j'étais assez fascinante parce que mes amis, oui, moi, j'ai mon amie, j'étais au lycée avec elle aux États-Unis, mais maintenant, elle est rentrée chez elle en Chine et on a gardé contact, on est toujours en contact. Comment tu fais? Je sais pas, ce sont mes amis en fait. Si je les ai pas, bah, j'ai pas d'amis.